Bonjour. J'attends que ça se connecte. Tac. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Odile que je croise là. Tu veux qu'on... Voilà, ça va se connecter petit à petit. Bonjour. 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 Ah, Julia, on s'était jamais croisés. Oui, c'est vrai, bonjour. 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 C'est normal qu'il y ait autant de monde ou c'est moi qui... Non, non, c'est pas normal. Ça doit être une erreur. Non. Je pense qu'on s'est planté de lien. On sent les adieux, on sent les adieux, les larmes, les émotions remonter, oui. Bon, c'est normal. Wow. 69, c'est pas tant que ça, je trouve quand même. Tu vois, On c'est est pas que le comme ça. début. Déjà, la com me disait qu'on avait battu le record dans la salle d'attente. Voilà. Mais on a battu déjà le record de participants. Oh là Et là. on sait que ça arrive au fur et à mesure, François, mais je n'avais aucun doute sur le sujet. Je reviens, j'ai mon chien qui veut sortir. Oups. Hop là. Ah bah, ça fait plaisir de vous voir. Il y a certains collègues, ça fait finalement pas mal de temps qu'on ne s'était pas croisés. Par exemple, Vincent Cobut, ça fait pas mal de temps. Oui, bonjour François. Ben oui, Voilà, c'est- bonjour. Et puis bah là, je peux pas tous vous voir parce que vous êtes sur plusieurs écrans, mais par exemple, Louisa Ballesteros, ça faisait aussi pas mal de temps qu'on ne s'était pas croisés, même si on est au 5e, voilà, mais on ne se croise pas tous les jours quand même, hein. Oui, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. il faut partir plus souvent. Oui, c'est ça, oui. Oui. Non, mais je reviens en janvier, puis je repars en février. C'est des faux adieux. Oui, exactement. Tu nous la joues à Dieu de scène, c'est ça? Voilà, c'est ça. Attention, je vais partir. C'est la der des der, j'en promets. L'année dernière, Voilà. c'était pas totalement la der des der, mais cette année, c'est sûr. Voilà, exactement. Il y a les chanteurs qui font ça aussi, hein. Bonjour. Salut Marietta. Bon, bah, je pense que ça s'est stabilisé. Alors, je vous... Au revoir, Président. Merci Sylvie. Et Sylvie qui fait aussi, voilà, Sylvie qui part à la retraite. D'ailleurs, c'est une information qui est utile pour tout le monde. C'est Stéphanie Quentin qui remplace Sylvie Ringeval à la présidence, au secrétariat de la présidence. Stéphanie est avec nous depuis début décembre. Voilà. Et puis, vous avez toujours Isabelle Charmesseur et puis Anne-Lise Rothureau au cabinet. Et puis, ça d'une main de maître. Et notre Patrick. Voilà. Et puis, vous savez peut-être que Patrick, et je n'y suis pour rien, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est pas de ma faute, faut pas me blâmer. Patrick est aspiré à la DGCIP, la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle. Et le titre ou la fonction n'est pas encore arrêté ou connu, mais je pense qu'on ne peut pas trop se tromper, Patrick, en disant que ça aura un rapport avec de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Si Oui, tu vas à la DGCIP. tout à fait. Voilà.
Alors j'ai pas préparé de discours, mais enfin, en même temps, vous avez l'habitude que je prépare pas spécialement des discours, euh, sauf de temps en temps quand on a les 30 ans ou des honoris causa. Mais juste vous dire quelques mots. D'abord, ça fait très plaisir de vous voir. Je m'excuse auprès de Fernando Perwani parce que vous auriez dû avoir une conférence de Fernando sur la manière dont il applique les systèmes physiques à des situations voilà, très, très concrètes. Il y a eu un article dans Le Monde il n'y a pas longtemps que je vous recommande sur le comportement des moutons qui est analysé à la mode sciences physiques. Voilà. Mais je crois que ça sera programmé pour un Let's See Why à la rentrée. Voilà. Donc, ce n'est que partie remise. En tout cas, je m'excuse platement auprès de Fernando Perwani. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ces moutons? Ouais, il faudra attendre le prochain Let's See Why, hein. En fait, moi, je suis le teasing de Fernando Perwani. Voilà. Et, néanmoins, je précise ce petit point-là. La dernière fois, enfin, une des fois précédentes, il y avait eu un Let's See Why sur la peau ionique, donc des peaux électrostimulables par un collègue du LPPI, et ça avait eu un joli succès aussi. Donc, la preuve que lorsque on vient présenter un peu de science à la fois étonnante et passionnante, les collègues se déplacent. Voilà. Et Tina vous a mis, voilà, exceptionnel Tina, vous a déjà mis les travaux de Fernando Perwani dans un article qu'on avait sorti sur la clé des champs. Voilà. Alors, donc juste quelques mots. Merci, merci d'être là. Et puis, les collègues que j'ai vus aussi vendredi dernier à la présidence. Donc, on s'est déjà dit plusieurs fois au revoir, mais tout le monde n'est pas forcément sur le site des chaînes ou sur Cergy Préfecture. Il y a des collègues un petit peu partout. Et on s'est dit que ça pourrait être pas mal d'utiliser le Let's See Why pour se dire quelques mots. C'est vrai qu'on a fait pas mal de chemin tous ensemble. Ceux qui sont là depuis pas mal de temps, et puis il y en a voilà, bon nombre parmi vous qui venaient d'arriver. On a fait du chemin depuis cette université. Il y a encore quelques pionniers de 91, 92, 93, les toutes premières années où il fallait tout construire, les labos, les structures, les départements, les formations. Et puis ça grossit petit à petit. On a eu la chance d'accueillir l'IUFM qui est devenu INSPE depuis, ça nous a permis de rajouter une corde essentielle à notre arc. Je pense qu'on peut être fier de former plus d'un prof sur 10 du pays, donc c'est quand même voilà, pas rien. Et c'est vrai qu'on a gagné un cran en visibilité voilà, globalement, et puis en recherche aussi, en créant des laboratoires en éducation. Mais voilà, grosso modo, petit à petit, on a continué à faire notre chemin. Et bon, vous m'avez peut-être souvent déjà entendu le dire, il a fallu gagner étape par étape à la force du poignet, parce que il y a des tectoniques, des plaques assez importantes en Île-de-France, avec des ensembles universitaires voilà, importants. Et donc, à la fois beaucoup de coopération et puis beaucoup de compétition, à la fois sur le recrutement des enseignants-chercheurs, et puis sur les étudiants aussi. Donc, à la fois de la coopération, de la compétition, et c'était pas si facile que ça. Enfin, c'était pas évident, c'était pas donné au départ que l'université de Cergy trouve sa place et prenne toute sa place. Et je crois que c'est ce qu'on a fait là sur depuis 91, donc sur les 30, un peu plus de 30 années.
et encore plein de belles choses après, bien sûr. Et on est passé, en tout cas moi, c'est mon analyse, d'une université sympathique au bout du RERA, qui fait de la bonne formation, de l'insertion professionnelle, qui est connue pour ça. La recherche, bah oui, certainement qu'ils en font un peu, mais en même temps, c'est pas ça qu'on leur demande. Donc peu visible sur la recherche. Et quand on voulait discuter de recherche, ben, on va voir les gens sérieux à Strasbourg, à Saclay, à Paris, etc. Et donc, construire notre équilibre entre une formation de proximité pour un département du Val d'Oise qui en a besoin, mais aussi les Hauts-de-Seine, les Yvelines, etc., un bout de l'Île-de-France, et puis en même temps nous poser comme une université à part entière avec sa recherche à un niveau international et qui tire des masters et des doctorats de bon niveau, ben, ce n'était pas complètement gagné au départ. Et je crois qu'on peut rendre hommage aux pionniers de l'université quand ils sont arrivés, où ils ont vraiment voulu monter des laboratoires, ils ont négocié avec le CNRS. Et ce n'était pas si facile que ça de négocier avec le CNRS il y a 10-20 ans. Et de fil en aiguille, ben on a pris nos galons de respectabilité. Et je pense que ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, là, ces dernières années, nos nouveaux collègues qui nous rejoignent ne perçoivent pas exactement l'université de la même manière que nous la percevons si nous sommes là déjà depuis 15 ans ou 20 ans. Voilà, la perception, je pense, est différente. Et donc, c'est toujours amusant de voir ces transitions de phase dans une université. Clairement, on n'est pas encore en régime stationnaire. Voilà, on monte petit à petit en visibilité puis en respectabilité. On l'a vu par la manière dont on a pu discuter ces dernières années avec le ministère, avec la région Île-de-France, mais aussi avec le CNRS. Et par exemple, c'est une belle réussite voilà, dont on peut se féliciter collectivement, que le CNRS non seulement ait confirmé sa présence dans notre conseil d'administration, alors qu'il se retire d'un certain nombre de conseils d'administration d'université, et qu'il est désormais membre à part entière du consortium de l'initiative d'excellence, ce qui n'était pas le cas avant. Il était plutôt avec un poste d'observation. Voilà. Et puis, on a un autre organisme national de recherche, le tout petit dernier né, le CEREMA, qui nous a fait confiance. Et donc, on construit aussi des belles choses avec lui. Donc, c'est une manière de montrer que voilà, petit à petit, on gagne nos galons. Et puis, je pense qu'on peut être fier, vous pouvez être fier d'arriver à conserver cet équilibre entre, je le disais tout à l'heure, une formation de proximité avec voilà, enfin, et puis une recherche de très haut niveau et tournée vers des formations et de la recherche tournée vers l'international. Et par formation de proximité, ça peut vouloir dire deux choses, et j'entends les deux choses. Il y a à la fois le fait qu'on a gardé des structurations en départements, c'est-à-dire même à l'intérieur des composantes, on a des petits départements, on a des équipes pédagogiques qui sont assez bien définies. Et donc, les étudiants ne se sentent pas perdus, en tout cas moins que lorsqu'ils vont dans des grandes universités voilà, plus nombreuses, avec plus d'étudiants sur Paris ou ailleurs. Donc, je crois que globalement, quel que soit l'endroit dans l'université, et même si on a eu une grosse croissance d'effectifs, les étudiants continuent de se sentir voilà, accompagnés dans une structure qu'ils arrivent à appréhender. Ils ne sont pas complètement noyés.
Et puis, donc ça, c'est quelque chose de général. Et puis, le deuxième élément de proximité, c'est que on essaye de construire des programmes de formation qui sont adaptés à tous les publics. Donc, bien sûr, le public type d'une université, d'une licence générale et d'un master, ce qui est notre colonne vertébrale, hein, c'est notre marque de fabrique d'université, c'est licence master, et c'est important de pouvoir consolider cette colonne vertébrale. Mais aussi, on a développé les parcours grandes écoles. Il y avait aussi des doubles diplômes ou des licences sélectives avec un DU, mais disons, on peut appeler ça, quelle que soit la formule, des parcours grande école. Il y a eu Sciences Po, je vois que Céline est là, CYTech, le design plus récemment, mais aussi les cursus master en ingénierie. Bref, une offre voilà, plus adaptée à des étudiants qui veulent se projeter assez rapidement dans des études exigeantes et au long cours. Et puis en même temps, on est certainement l'université qui a développé le plus, qui a tenté de développer, qui a essayé le plus de formations pour des publics plutôt fragiles ou pour des publics pour lesquels les filières classiques ne convenaient pas. Et donc, à l'IUT, ils ont développé le DUT pour les bacs pro. On a fait des licences pro en 3 ans. On a fait du paréo. On a fait du bac+1, du diplôme supérieur de spécialisation. Il y a eu les campus, enfin, il y a les campus des métiers des qualifications. Bref, beaucoup de choses pour essayer d'apporter des voies de réussite à des jeunes qui auraient été en échec s'ils étaient venus dans une licence classique. Et voilà. Et donc ça, on peut aussi, je pense, être fier. Je rends hommage à Patrick Corillo qui a beaucoup porté ce triptyque colonne vertébrale, licence master, et puis parcours grande école et parcours pro, ce qu'on appelle parfois la voie des pros. En tout cas, ça a pas mal marché. Et puis, conserver cette montée en puissance sur les masters. Le doctorat, je crois que vous le savez, on est l'université en France qui a eu la plus grosse croissance de doctorat. On a fait 40% en 5 ou 6 ans, alors qu'en France, ça a plutôt stagné ou légèrement régressé. Et puis, au niveau de l'OCDE, ça a à peu près stagné. Bon, vous me direz qu'on partait quand même d'assez loin, on était le petit pousset en matière de doctorat, et donc il fallait pouvoir pousser un peu ça, mais avec l'initiative d'excellence, avec Utopia, notre belle alliance européenne, on a réussi à avancer là-dessus. Voilà. Peut-être que mon dernier petit mot, c'est sur le fait que le plus dur reste à venir, et il n'est pas propre à Cergy. Là, ça n'a rien à voir avec nous, parce que vous êtes l'université, elle est bien en route. Vous faites tous des choses absolument formidables partout. Voilà. Vous avez tous des nouveaux projets, des envies de faire des choses. Voilà. Donc, tout ça est en place, et puis vous avez, si on enlève les problèmes d'énergie, vous avez les moyens pour vous développer. Mais le nouveau paradigme pour lequel aujourd'hui les universités ne savent pas encore vraiment comment s'organiser, c'est la question de savoir ce que c'est qu'une université à l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire si le monde change, la société change sous l'effet du changement climatique, et voilà, c'est à la fois des bouleversements technologiques, climatiques, mais aussi de société. On le voit, ça peut mettre, et ça commence déjà à mettre nos sociétés à rude épreuve, et on voit les tensions et la guerre en Ukraine. Je ne dis pas que c'est le réchauffement climatique qui a provoqué la guerre en Ukraine, hein, je ne ferai pas ce genre de raccourci, mais voilà, on voit qu'il y a
des fractures qui se voient voilà, en plein jour, on les connaissait déjà, entre les pays occidentaux, les pays du Sud, des pays qui vont se prendre la crise climatique de manière encore plus violente que nous, même si chez nous, ça va être, voilà, quelque chose. Et du coup, nos étudiants, je rappelle que nos étudiants sont autres que nos enfants, vont avoir cette tâche que de construire la société de demain. Et évidemment, on ne doit pas en rester à cette idée que, mon Dieu, c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire voilà, et à des problématiques, à des constats d'éco-anxiété. Et quand on regarde ce que nos enfants pensent, les projets, dès lors qu'on les met en situation de monter des projets, et vous le faites dans pas mal de vos formations, et on le fait dans les labos, on voit qu'ils sont extrêmement inventifs, qu'ils ont envie de faire plein de choses. Ils ne pensent pas de la même manière que ceux qui ont 40 ou 50 ans ou un peu plus pensent. Et donc là, on a certainement on a à faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans une université, c'est-à-dire de les accompagner. D'habitude, on est obligé, enfin, on a la posture du prof où on est censé tout savoir mieux que les autres parce qu'on est prof, donc on doit savoir. Et ce qu'on sait, c'est nos connaissances, les connaissances disciplinaires, et ça, on doit les apporter. Mais pour une part, les solutions pour demain, on peut donner des pistes, on peut donner des éclairages, on peut donner des concepts clés, des chiffres, etc. Mais les solutions, ça sera à eux de les travailler, de les tester, d'expérimenter, d'essayer, de se tromper, de réussir, de se passionner, de s'énerver. Et ça, voilà, l'université, et je pense que dans les écoles, c'est pareil, même si dans la conférence des grandes écoles, ils essayent de faire croire que les écoles sont en avance, je ne suis pas complètement certain. Il va falloir prendre une position humble d'accompagnement, où on sait qu'en tant que prof sur les disciplines, on va pouvoir apporter des connaissances certaines, et en même temps, voilà, les accompagner dans les projets qu'ils vont construire. Et du coup, ça va être assez intéressant parce que quand on voit les jeunes qui se passionnent, du coup, ça nous passionne aussi. Et voilà, et je pense pas que voilà, qu'il y ait quiconque aujourd'hui qui puisse dire moi je sais comment ça va se passer, moi je sais ce qu'il faut faire, même ceux qui sont dans le développement durable depuis 20 ans, 30 ans, qui nous disent mais nous ça fait déjà des années qu'on dit qu'il faut faire ça, etc. Bien sûr, ils savent, ils ont des idées pour eux-mêmes et à leur échelle, mais la manière dont ces choses-là vont se développer dans les années à venir à grande échelle et sur des collectifs très importants, ça, personne ne le sait. Et, mais je pense que les universités, la nôtre, sur certains aspects, je pense qu'on a pris un peu d'avance, mais en tout cas, toutes les universités ont quelque chose à dire, ont un accompagnement à prodiguer, et la recherche par ces éclairages beaucoup pour finalement accompagner les nouvelles générations dans les solutions pour demain. Peut-être que c'est un dernier mot là-dessus. Donc je vous dis ce que j'aurais certainement dit si j'avais fait mes vœux en janvier. Voilà. Toutes ces transitions sont en même temps une transition humaine. Et on a l'habitude de parler des transitions humaines par le biais de la sociologie, de la psychologie, des modèles économiques, des
de la géographie, etc. Mais au-delà de ça, chacun est confronté à sa propre vie et à ses proches, à ses moins proches, à la figure de l'autre qui devrait toujours être la personne la plus proche de nous, l'autre, et qui parfois est celui qu'on ne veut pas voir et qu'on rejette. Et donc cette question du rapport à soi va redevenir certainement cruciale, alors que c'est un sujet tabou en université, et on peut comprendre, hein, ce n'est pas un objet universitaire que de traiter le rapport à soi, mais voilà, c'est quelque chose que dans le cadre de d'une transition humaine, on ne pourra pas y échapper. Donc ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça va évoluer. Je vois Adrien qui dit: est-ce qu'on peut poser des questions après le mot de François? Oui, vous pouvez poser des questions après mon petit mot, pas de problème. Juste terminer en vous remerciant tous, et je le dis du fond du cœur, vous faites un travail extraordinaire. Moi, j'ai rien fait d'autre que d'essayer de sentir le potentiel de l'université, qui n'est autre que votre potentiel, ce que vous aviez envie de faire, ce qui était possible, ce que les labos voulaient faire, ne pas faire d'un labo ce qu'il n'a pas envie d'être, mais l'accompagner dans ce qu'il a envie de faire. Pareil pour les composantes avec les formations qu'il voulait développer. Essayer de sentir la trajectoire que semblait prendre le collectif de l'université. Et voilà, je trouve que vous avez eu une trajectoire extraordinaire, et que vous pouvez être fiers de tout ce que vous avez fait tout au long de ces années. Voilà. Donc, Adrien, peut-être que… Ah oui, tu as une question. Quel gros projet, hein? Alors, non, moi, j'ai pas des projets, on peut en avoir tout le temps, hein, mais non, je n'ai pas de gros projets. J'ai pas de testament en disant: bon, j'ai pas réussi à faire ça, alors je vous le laisse. C'est à vous d'écrire la page future, et vous aurez d'ailleurs une équipe qui est super. Je pense que Laurent, qui sera un super président, si le conseil d'administration du 18 le confirme, et ça devrait bien se passer, j'imagine, il aura une très bonne équipe toujours à votre écoute. Donc voilà, et du coup, avec vous, construire une nouvelle page. Les deux gros, peut-être deux ou trois gros projets, allez, deux gros, et puis il y a un moyen gros. Le moyen gros, c'est qu'on a passé une étape importante dans CYTech, la construction de la grande école, la définition d'une école de design à l'intérieur, et la transformation d'une pédagogie par le projet. Voilà, et donc du coup maintenant c'est la première grande école publique d'ingénierie en Île-de-France, et ils sont à peu près dans le top 5 en France. Donc ça permet de poser sur cet angle, sur cet aspect-là, l'université, donc dans les choses un peu récentes. Mais les deux gros, c'est l'initiative d'excellence qu'on a pérennisée, et puis le CPER, donc le contrat de plan État-région, qu'on a stabilisé aussi. Et donc pour les deux, les enjeux financiers sont importants, parce qu'on est sur plus de 10 millions, peut-être une dizaine de millions d'euros par an pour l'initiative d'excellence, et dont beaucoup consacrés à la recherche, ce qui est important, voilà, de continuer à pousser l'excellence de la recherche et de nourrir les labos par là.
Ça permet de faire partie des 17 universités initiatives d'excellence et la ministre actuelle a reconfirmé qu'elle n'entendait pas augmenter le nombre enfin, ce numerus clausus là, donc il y en a 17 et il n'y en aura pas plus de 17. Donc on fait partie des 17 initiatives d'excellence qui nous permettent de nous positionner. Je vous redirai peut-être un mot par rapport à ça après, là, sur le fait que ça change le regard extérieur sur nous, c'est intéressant. Et puis le deuxième, c'est le contrat de plan État-région où on a eu à peu près 110 millions d'euros. Voilà, tous les 6 ou 7 ans, l'État et la région se disent bon, bah, on va investir dans des locaux, de la rénovation, etc. Et puis sur les 2-3 contrats précédents, on n'avait vraiment eu pas grand-chose, c'est-à-dire 20 millions, quelque chose comme ça, et encore parfois en se roulant par terre. Et donc là, il y a eu un effet de rattrapage qui est aussi lié au fait que par l'initiative d'excellence et le travail avec l'ESSEC qui est essentiel, notre trajectoire a été comprise et crédible et perçue comme crédible. Et donc, du coup, voilà, il y a eu un accord au niveau de l'État et de la région pour mettre un coup de pouce sur CY dans le cadre du contrat de plan État-région. Donc, ça veut dire qu'on a capté un peu plus de 1/10 des financements en Île-de-France pour les établissements d'enseignement supérieur. Voilà, ce qui n'est pas rien. Et je peux vous assurer qu'il y en a qui grincent des dents et qui estiment que c'est bien trop pour cette petite université de Cergy. Voilà, Adrien. Voilà, il y a Valérie Becquet. Je crois que Valérie, tu t'es déconnectée. Oui, voilà, c'est déconnecté. Et voilà, Valérie est une super chercheuse en sociologie à l'INSPE qui intervient aussi auprès du Bachelor Act qu'on a monté avec l'ESSEC et qui est une promotion vraiment très touchante qui mérite d'être découverte. Et je vois que Patrick arbore son chapeau de doctorat. Et Raja, tu as levé la main? Oui, je la rebaisse. D'accord. Juste pour te dire que, bon, on s'était vu plusieurs fois. Ah bon? Juste pour te dire que ça a été une formidable aventure depuis mon arrivée à Cergy. Je ne suis pas aussi vieux, entre guillemets, que tous mes chers collègues. Et que ça a été une formidable aventure, non seulement par rapport à CY Tech, mais aussi par rapport à l'ensemble de l'université, parce qu'on s'est tous transformés. Passage public-privé, le montage des filières, etc., etc. On a fait énormément de choses sur ton impulsion politique, sur des sujets que tu as mentionnés d'envergure qui dépassent largement le cadre de la composante CY Tech filière ingénieur. Je pense que c'est une chance de t'avoir eu pour donner des axes stratégiques, pour nous avoir aidés pour les PIA. J'espère que tu seras là, une fois que tu seras passé de l'autre côté de la barrière. Mais aussi pour avoir, parce que c'est quand même assez atypique cette composante, parce qu'on a la chance, enfin, en tout cas si on fait un boulot énorme, c'est une opportunité au sein de CY que cette composante école d'ingénieurs ne soit pas un blocus, un blocos, et qu'elle puisse communiquer avec les autres composantes pour développer de l'offre de formation, pour engager des réflexions thématiques qui peuvent aller sur la recherche. Moi, c'est quelque chose auquel je crois, parce que tu as bien compris, lorsque j'avais envoyé le message, qu'en fait, on est tous les deux matheux, mais bon, on a dépassé le cap des matheux purs et durs, et qu'on est plus tendance philosophe quelque part. Et c'est ça que je cherche, c'est ça que j'ai trouvé dans ce projet d'université. Voilà, je voulais te remercier par rapport à ça. Ça me fait, comment dire, c'est un grand, on a beaucoup discuté avec la direction générale de CY Tech. Ton départ
laisse un grand vide émotionnel. Moi, j'ai pas peur de dire les choses, hein. Je pense qu'on est des humains avant d'être des professionnels, et que ce qui nous a fait avancer, c'est pas simplement les projets, de mettre sur la table les projets, mais c'est aussi ces communautés d'esprit, ces partages de valeurs et ces partages humains qui ont été là. Moi, voilà, c'est ce que je voulais te dire. C'était important pour moi, et donc ça va faire un grand trou, je peux te le dire. Personne n'est irremplaçable, c'est sûr, mais ça fait quand même un grand trou parce que 5 ans, tu nous as suivis, tu nous as aidés, même sur des choses extrêmement pratiques, tellement opérationnelles, que tu es quand même un président assez atypique là-dessus, même pour signer des bouts de paperasse pour régler des problèmes de compta. Voilà, c'est tout ça que je retiens. C'est tout cet écosystème que je retiens. Et je te remercie aussi de m'avoir impliqué dans des instances. Je pense au Birec Siwa Initiative, etc., où il fallait que c'est important que j'ai un regard sur d'autres, en dehors du périmètre Siwa Tech pur et dur, dessus. Voilà, c'est avec une grande émotion que je te dis ça. Bon, on a prévu de se prendre un pot à Paris, donc pas de souci. Mais voilà, c'est quand même une page qui se tourne. Je dois t'avouer que on pleure pas, hein, c'est sûr, on est un peu adulte dessus. Mais c'est quand même un coup, même si c'est un coup gentil, c'est quand même quelque chose. On a laissé énormément d'émotions, on a partagé. Moi, c'est ça qui m'a motivé, c'est l'émotion partagée. Le professionnalisme, là, je pense que les équipes l'ont montré à tous les niveaux, que ce soit au niveau des services centraux, mais c'est les émotions qu'on partage, hein, et c'est ce que je disais dans mon texte. Sans émotion et sans amour, ça n'a pas de sens. Et c'est ce que, en tout cas, c'est mes années que j'ai passées à Cergy, avec toi en particulier et les autres équipes. En particulier certains VP. J'en profite pour remercier Patrick, parce qu'évidemment, il se tire lui aussi. Donc, voilà. Et Patrick, une petite remarque par rapport à Patrick. On s'est connus lorsqu'on faisait notre thèse à Cachan. Et c'était marrant de se retrouver après dessus. On s'est bien entendu parce qu'on se connaissait, on est même directeur de thèse au départ. Et c'est marrant de se retrouver 20 ans ou 30 ans après dans d'autres métiers, dans d'autres contextes. Et on a bien matché, dans ces constructions. Voilà, c'est ce que je voulais te dire dessus. Et au nom, en tout cas, au nom de, je ne sais pas s'il y a des collègues de Siwa Tech qui sont là. Bon, je vois Marita, mais je vois d'autres personnes peut-être aussi. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde partage. Côté visionnaire, cette capacité, même si on avait des doubles diplômes, cette capacité d'y croire, cette capacité d'aller nous aider pour faire du développement, que ce soit à Saint-Germain, cette capacité de faire venir le design. Il faut le croire, il fallait y croire, parce que ça, tu l'as dit peut-être indirectement, c'est pas quelque chose d'évident dans une école d'ingénieur. Loin de là, y compris les sujets de transition. Je crois que personnellement, si j'y croyais pas, je ne serais pas là. Je ne serais pas là dessus. Donc voilà, un grand merci. Merci Radja. Après, c'était pas bien compliqué, hein. Il suffit de regarder ce que, à l'échelle internationale, les grandes universités d'ingénierie font, voilà, et que nos écoles ne font pas. Donc, mais effectivement, après, il fallait y croire sur le fait qu'on pouvait le développer chez nous. En tout cas, ouais, merci beaucoup. Du coup, je pense qu'avec ton intervention, on peut rendre hommage aussi à un monsieur à moustache qui est Nézim, parce que lui aussi, il avait un grand cœur et voilà, voilà, il a en lui le fait qu'il faut d'abord aimer les gens et puis après on peut travailler. Voilà, après on peut travailler.
Mais c'est compliqué voilà, c'est compliqué. Et d'ailleurs, les rapports sont très compliqués quand on n'est pas dans des rapports voilà, où on respecte et au-delà de respecter, on aime la nature humaine. Mais c'est sûr que c'est la base, oui. C'est la base. Du coup, Patrick a maintenant mis des moustaches. Et ouais. Du coup, j'en profite aussi pour remercier à la fois tous les vice-présidents que j'ai usés depuis 2012, voilà, toutes les équipes, les cabinets. Je m'excuse auprès de mon cabinet actuel parce que j'ai pas eu le temps de les user suffisamment. Voilà, je m'en excuse. Mais je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance, qui m'ont accompagné pour être à votre service pendant toutes ces années, voilà, à la fois le cabinet et puis tous les vice-présidents. Et puis je remercie toute l'administration, en premier lieu Véronique qui m'a fait confiance et qui est venue travailler avec moi, mais toute la direction générale et puis tous les directeurs de service, les chefs de service. Voilà, on ne fait rien dans une université si tout le monde ne fait pas aussi son job à son niveau. Et voilà. Et donc, je tiens aussi à remercier tous, enfin, voilà, à la fois les enseignants, les enseignants-chercheurs, mais tous les collègues de l'administration qui nous appuient. Les gens qui disent « Ah oui, ils ne savaient pas que c'était impossible. » Alors, oui, c'est ça. Au 30 ans, j'avais dit ça. Vous savez, on a quand même développé, on a fait pas mal de choses en avance sur les autres, des trucs que d'autres universités n'auraient pas fait. Et donc, vous connaissez certainement cette référence au tonton flingueur. Voilà, donc nous, à Cergy, on ose tout et c'est à ça qu'on nous reconnaît. J'ai mis le micro. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Oui, merci. Un des marqueurs futurs dans notre réussite et dans votre réussite, ça sera de voir qui sont les étudiants qui nous font confiance et comment. J'avais dit il y a quelques années, le premier pari, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas que les enfants des personnels administratifs et techniques qui viennent chez nous, mais aussi les enfants des profs. Donc ça c'est la première étape et c'est pas facile parce que moi, ça m'a souvent marqué. Je croise beaucoup de collègues de notre université, des collègues administratifs et personnels techniques aux bibliothèques. Et quand un de leurs enfants est dans une licence chez nous, ils sont hyper fiers et c'est hyper important pour eux et ils sont vraiment très fiers. Bien sûr, il y a une question de localisation du domicile. Voilà, la répartition n'est pas la même. On est sur les personnels administratifs et techniques, en gros 2/3 sur Cergy alentour et 1/3 plus loin. Sur les profs, c'est le contraire. C'est à peu près 1/3 pas loin et puis 2/3. Voilà. Donc c'est sûr que ça joue, mais les profs vont envoyer leurs enfants dans des prépas, dans des grandes écoles, en dehors de l'université. Donc, un des premiers enjeux, c'est de faire en sorte que les étudiants, les profs soient fiers d'envoyer leurs enfants à l'université, parce que c'est quand même ça le modèle international. Et l'université, elle a à se rendre multiple pour accueillir tous les profils, et c'est ce qu'on a fait. Et la deuxième étape, c'est que des étudiants nous choisissent contre l'avis de leurs parents. Donc vous verrez, si un jour des étudiants vous choisissent contre l'avis de leurs parents, choisissent votre programme contre l'avis de leurs parents, eh ben vous aurez
passer une marche encore plus belle, parce que ça veut dire que peut-être que les parents vous valoriseront une étiquette plus brillante ailleurs, mais que l'étudiant, il se dit, mais non, ce qui me convient à moi, ce qui va me permettre de changer un peu le monde à mon niveau, c'est cette formation dans cette université. Voilà, donc, voilà les deux étapes qu'on peut garder en tête. En tout cas, moi, c'était un moteur pour moi. Seconde. Voilà. Ouais. Alors, je regarde. Bah oui. Marie-France. Pardon? C'est Marietta. Ah oui, salut Marietta. Oui, juste un grand merci, François. Ça a marqué votre présence et votre aide au moment que vous connaissez. C'était important pour moi. Si je continue et mes recherches vont bien, c'est grâce à vous. Un grand merci. Je suis très émue. Merci Marietta. Et puis, bon courage pour la suite. C'est bien de pouvoir continuer à faire sa passion et continuer la recherche. Merci aussi à Marie-France Breton qui va tirer sa référence aussi dans pas très très longtemps. Merci Marie-France de nous avoir accompagnés, d'avoir accompagné Patrick aussi. Et puis voilà, Julia, Julia c'est la nouvelle maître de conf, si je ne dis pas de bêtises, en design aux côtés d'Annie Jantès. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc là encore, des belles choses à construire avec des croisements avec les filières qui sont inventées. On y est, on va les dessiner. Comment? On va les dessiner. Oui. Moi, je le dis partout ailleurs, il y a tout le monde qui se dit le fait que, il n'y a plus assez de jeunes qui vont faire des sciences et techniques. En tout cas, il y en a plein qui se lamentent de ça. Et que, notamment en informatique, on a 80% de garçons. Donc, je leur donne systématiquement cette anecdote sur le fait que le double diplôme avec l'école de design, donc informaticien et designer, là, on est à plus de 50% de filles et c'est les mêmes maths, c'est les mêmes physiques, c'est le même maths, la même informatique, les mêmes cours de sciences que dans la filière ingénieur classique. Mais dans un cas, il y a 80% de garçons, dans l'autre, il y en a 40%. Et ça veut dire que dès que on rajoute une dimension créative, dès qu'on rajoute du sens, dès qu'on rajoute la perspective de pouvoir créer des solutions, alors la population qu'on adresse est complètement différente. Et ça, c'est certainement des choses à généraliser. Hier, on avait une réunion avec la Tunisie, avec la nouvelle direction de la réforme universitaire sur les cycles ingénieurs en Tunisie. Ils sont en moyenne à 52% de femmes, y compris l'informatique. Et en fait, ça veut dire qu'il y a une grosse réflexion engagée. Bon, on connaît les problématiques au niveau du lycée, mais il y a une grosse réflexion engagée sur la pédagogie dans le cycle pré-ingé-inge, parce que les biais, ils ont réussi à faire sauter les biais, surtout dans un pays comme la Tunisie, là-dessus, où il y a plus de biais. Ils ont réussi à faire sauter de biais pour avoir autant de filles, de jeunes filles. Donc, je pense que si la Tunisie est capable d'avoir fait ça, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable aussi de réfléchir, d'engager une réflexion dessus ici. Ce qui demande d'avoir des ateliers de réflexion autrement que les opérations usuelles d'aller appâter des jeunes filles dans les lycées, etc. Moi, je pense que le fond, c'est les maquettes. C'est comment on enseigne l'informatique ou d'autres spécialités,
au sein des cursus. Je pense, ça c'est un point de vue personnel, hein, tu le sais, je pense qu'il y a une façon différente d'enseigner, même si les notions doivent être acquises, on voit bien que c'est la même chose pour les maths, ça n'attire pas parce qu'il y a une pratique pédagogique qui est biaisée, qui est complètement biaisée parce qu'elle est construite pour les garçons. Ouais, mais tu peux faire les mêmes maths et mettre des projets, ce que font la plupart des programmes grandes écoles, hein, ils mettent des projets et ça donne du sens. Voilà. Et si tu construis mieux ton programme autour de ces choses-là, tu changes la manière dont les étudiants se projettent. Tout à fait. Mais je vais donner un autre exemple. Par exemple, il y avait un problème avec du génie civil qu'ils avaient détecté depuis très longtemps en Tunisie. Et donc, il n'y avait pas de problème dans les classes de cours théoriques. Et le problème se posait lorsqu'ils arrivaient sur les salles de TP. Donc, ils mettaient les garçons en avant parce qu'ils étaient plus costauds dessus. Bon, ils ont trouvé des façons de faire pour que les filles puissent être mises en avant. Ah ben voilà, on n'a pas ce problème en biologie, au moins. On a plus de filles que de garçons. Donc, on avait trouvé la façon de faire depuis longtemps, alors ça doit être ça. Et ouais, la filière BTC, tu vois, heureusement qu'elle nous arrange parce que c'est elle qui apporte beaucoup de filles. Ok. Bah écoutez, voilà, sauf si quelqu'un veut poser une question pour prendre la parole, on est bon. D'habitude c'est une demi-heure, là on a fait quasiment 1 heure. Et bah, en tout cas, merci, voilà, merci encore du fond du cœur pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Et j'ai pas de doute sur le fait que vous allez voilà, continuer à être ce que vous êtes et à faire ce que vous faites. C'est parce que vous le faites très bien. Vous avez une belle histoire que vous avez déjà commencé à écrire. Et je suis absolument persuadé que vous allez continuer à l'écrire. Et donc, je vous souhaite voilà, le meilleur et tous mes voeux pour la suite. Et je ne serai pas très très loin, on se croisera de toute façon, c'est sûr.